Alors, Maître Michel Ndoki, lorsqu'on revient sur l'historique de ce feuilleton de Ngarbu depuis la survenue de ces événements jusqu'à ce rapport d'enquête, en tout cas, cette publication qui a été faite hier par le secrétaire général de la présidence de la République, on se dit, on revient de loin, non? Je ne sais même pas si on est déjà revenu, mais effectivement, la différence est saisissante. Même moi, quand j'écoutais, je ne pouvais pas m'empêcher de sursauter. Quelqu'un me faisait la remarque là que dans un pays normal, les trois ministres que sont le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication et le ministre de la défense, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais moi je me souviens encore bien des grandes déclarations tonitruantes comme quoi il allait porter plainte contre nos estimés confrères, maître Akere et maître Nkongo Agbobala, et contre le professeur Kamto, parce qu'ils avaient osé dire ce que la vérité révèle aujourd'hui, qu'ils allaient faire l'objet de poursuites. Donc, dans un pays normal, ils auraient démissionné. La vérité, c'est qu'ils ne démissionneront pas. Et je crois qu'il faut vous dire qu'est-ce que nous, qui les regardons faire et nous attardons dans des conversations accessoires, cautionnons par notre attitude. Vous avez entendu ce qui s'est passé en Ngarbou, peut-être que vous ne vous souvenez pas. Comme Franck ici l'a dit tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient là-bas. Les militaires sont arrivés effectivement à 4h, 5h du matin. Et à 4h, 5h du matin, les gens dorment. Monsieur a raison de relever que si je dis que les enfants jouaient dans la cour, je suis en train de m'essayer au roman. Mais justement, le but, c'était que lui-même l'admette, que ça n'a pas de sens de partir d'un village à côté en reconnaissance à 22 heures et de se retrouver en train de tirer sur des enfants alors qu'on est en plein combat. Ça veut dire que le rapport qui prétend que c'est au milieu des combats que des bébés de 4 mois ont été pris par les tirs, ne tient pas la route, parce que à cette heure-là, les enfants sont dans leur lit. Surtout dans une bourgade qui, comme celle de Ngarbou, n'a que 7 maisons et 3 familles qui y vivent. Ils sont arrivés à 4h, 5h du matin et ils ont cassé les portes. Et ils ont commencé à tirer sur le témoin que nous avons rencontré, dit que quand il est revenu, parce que quand il a entendu tirer, il est sorti par derrière de chez lui et il est allé se cacher dans la brousse. Et oui, il y avait des gens du BIR, et oui, il y avait des militaires. Et quand il est revenu, parce que les tirs avaient cessé, en entendant les gens pleurer vers 10 heures, il est rentré dans la maison d'un de ses oncles. Il a vu le corps de son oncle par terre, et quand il est allé dans la chambre pour prendre les enfants, il pensait que les enfants dormaient, surtout le bébé de 6 mois. Et c'est quand il a retourné cet enfant qu'il a vu le trou que l'enfant avait dans la poitrine. Voilà ce que nous cautionnons. Quand nous les regardons nous expliquer que c'était vrai, que c'était pas vrai, qu'ils doivent des excuses, qu'ils ne doivent pas d'excuses. Ils sont revenus, quand ils ont terminé, ils sont revenus, les militaires en question, dans ce village pour dire aux gens de partir. Et c'est pour ça que votre rapport d'enquête, chers messieurs, parce qu'il paraît qu'il y a des membres du gouvernement qui nous regardent, dit que la commission est allée à Bamenda, à Kumbo, à Kambe. Oui, effectivement, en Ngarbou même, vous ne risquez pas de trouver grand monde. Et c'est normal dans ce cas que vous alliez à 10 km, 20 km, 100 km de là pour enquêter sur ce qui si c'est passé. La vérité triomphera, parce que pour moi, elle n'a pas encore triomphé entièrement. Mais je veux parler aux membres du gouvernement qui peut-être nous regardent. Jusqu'ici, moi, personnellement, et je suis sûr que beaucoup de mes compatriotes avec moi, nous refusons de dire que simplement parce que vous occupez une fonction, vous êtes complice de ces horreurs.
3 personnes nous ont déjà montré leur complicité. Parce que quand elles montent au créneau pour défendre ce type de choses en disant ça ne s'est pas passé, alors qu'elles savent très bien, et je parle en particulier du ministre de la Justice, que ça s'est passé, parce que c'est lui qui a formé la commission qui finalement vient nous expliquer que ça s'est passé. C'est le CED, le secrétariat d'État à la Défense, centre de torture bien connu, qui dirigeait la commission. Et je voudrais corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. Les membres de la société civile et les ministres du culte qui étaient dans la commission étaient là comme des observateurs. La commission qui vient de rendre son rapport et de revenir sur un premier rapport mensonger est composée principalement, et je dirais même exclusivement en dehors des observateurs, par des militaires et par des gendarmes. Et elle est dirigée par le ministre de la Défense et le secrétariat d'État à la Défense. Ceux-là nous ont déjà montré leur complicité. C'est maintenant la question vous est posée, messieurs les membres du gouvernement, mesdames aussi, est-ce que vous allez rester complices des horreurs qui se passent en votre nom? Parce que si vous n'êtes pas complice, il faut le démontrer. Il faut le démontrer en demandant par exemple la publication du rapport intégral. Il n'y a pas de raison pour qu'on se contente d'un petit communiqué résumé par le secrétaire général de la présidence de la République. Okay. Nous avons le droit d'avoir le rapport intégral pour comprendre à quel point le ministère de la Défense et la gendarmerie reconnaissent leurs responsabilités dans ce massacre. Docteur Ifoué, est-ce qu'il n'y a pas de leçon que des membres du gouvernement devraient tirer de ce rapport qui est rendu public sur les massacres de Gbagbo? Maître Michel Doki indiquait que dans des pays normaux, en tout cas citant quelqu'un avec qui elle a échangé, dans un pays normal, il y a des membres du gouvernement qui devaient rendre leur tablier. Le rapport reconnaît que le gouvernement et donc les membres du gouvernement ont été induits en erreur par le rapport biaisé qui avait été réalisé par le chef de mission, qui l'a transmis au chef de bataillon, qui vraisemblablement l'a acheminé à Yaoundé. C'est sur la base de ces éléments-là que le gouvernement a fondé sa communication. Il faut rappeler que l'armée camerounaise abat un travail extraordinaire. Elle est déployée aujourd'hui sur 3 fronts. Elle doit protéger notre frontière orientale des bandes armées qui nous viennent de Centrafrique. Elle doit nous protéger à l'extrême nord de Boko Haram qui écume les îles du lac Tchad. Et elle est déployée dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest pour faire face à une rébellion sécessionniste qui menace d'aliéner une partie du territoire camerounais. C'est un travail qu'elle réalise avec responsabilité, c'est un travail qu'elle réalise avec dévouement et il faut saluer ce travail-là. Ce n'est pas, je suis désolé de le dire, l'esprit d'affabulation du MRC qui va y changer quelque chose. Madame prétend qu'ils ont un témoin qui aurait entendu des tirs, qui se serait réfugié dans la brousse et qui est revenu à 10 heures. Mais ce témoin qui, après avoir entendu des tirs, s'est immédiatement réfugié dans la brousse, a quand même vu dans la pénombre les soldats qui extirpaient les personnes de leur maison. Ça, c'est extraordinaire. Ça ressemble au récit qu'elle nous a fait tout à l'heure des enfants qui jouaient à 5 heures du matin. Donc, on est dans l'affabulation de manière permanente. Et sur la base de cette affabulation, on va se permettre d'incriminer les membres du gouvernement et de leur demander de venir faire un mea culpa. Non, il n'y a pas de mea culpa à faire. Le gouvernement a reconnu qu'il y a eu des erreurs et qu'il y a eu, en l'occurrence, ici une erreur de communication. On s'en tient là. Il appartient au chef de l'État de tirer les conséquences de ces errements s'il y en a eu. Et à personne d'autre. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. S'il estime que ces errements sont de nature à poser, à troubler l'action du gouvernement, il choisira de se séparer de ces ministres-là. Mais il n'appartient pas aux membres d'un très petit parti politique de demander, comme c'est devenu à leur habitude, au président de la République, aux membres du gouvernement de démissionner. Ça ressemble étrangement à l'ultimatum qu'on a eu, qui a circulé dans l'espace public il y a quelque temps. Ils sont désormais coutumiers du fait, ce sont des ultimatums à n'en plus finir, alors que malheureusement, on n'a aucun moyen de faire appliquer ces ultimatums. François Mitterrand disait,
on ne donne pas d'ordre à un président de la République. Et le MRC ferait bien de se souvenir de cette parole de sagesse. Maître Michel Ndoki, cette sortie de la présidence de la République avec ce communiqué sur le rapport du massacre de Ngarbu ne doit pas nous faire perdre de vue que nous, au Cameroun et dans le monde, nous sommes engagés et dans une guerre contre le coronavirus qui fait des ravages. Nous n'avons plus qu'une dizaine de minutes dans le cadre de cette émission. Peut-être que on devrait évoquer cela rapidement. Encore que on apprend à l'instant que le président de la République, à travers une décision, vient d'annuler les fêtes du 1er mai et du 20 mai. La fête du 1er mai, c'est la fête du travail. Et la fête du 20 mai, c'est la fête nationale. Cela certainement a un rapport avec la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a effectivement, une sorte d'union sacrée ou bien des mesures qui doivent être renforcées dans la lutte contre cette pandémie? Je suis très contente qu'on passe à autre chose. Juste avant, je voudrais reprendre à mon compte une phrase très jolie que j'ai entendue tout à l'heure de Monsieur Atanganji. Le voleur est aussi condamnable, le receleur est aussi condamnable que le voleur. Mesdames et messieurs du gouvernement, souvenez-vous-en. Sur la question du Covid, bonne nouvelle, du Covid-19, oui. Très bonne nouvelle, je crois qu'il va y avoir des milliards en champagne qui seront économisés. Peut-être que on pourra acheter quelques tests, quelques masques, parce que il nous paraît que le niveau de port de masques est encore insuffisant dans nos villes, dans la mesure où la stratégie n'intègre pas l'obligation de se confiner, et ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat que je fais là. Ce n'est pas forcément pour le regretter, puisqu'on a vu des pays dans lesquels, sans passer par le confinement, la riposte avait été efficace contre le Covid. J'espère effectivement que cela signifie un renforcement des moyens qui sont mis à disposition pour riposter contre le Covid. Je m'intéresse particulièrement à la situation des prisons parce que sur ce cas aussi, le président de la République actuelle nous a gratifié d'une décision dernièrement, pour regretter que cette décision ait un impact concret dans les prisons qui est vraiment à la marge. Lorsque on accorde des remises des peines comme cela a été le cas ou des commutations, cela signifie concrètement que à peine 300 personnes vont être libérées. Or, il y a bien plus de 10 000 personnes qui sont enfermées aujourd'hui, qui sont détenues dans les différents établissements pénitentiaires répartis dans le pays. Si je prends l'exemple de la prison centrale de Kondengui, on est, selon les chiffres, entre 5 000 et 6 000 détenus pour un établissement qui avait une capacité d'accueil, et là aussi ça varie, 600, 800 personnes. Aujourd'hui, de manière claire, le Covid-19 est présent à Kondengui. Lorsque la décision de commutation et de remise de peine a été prise, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été libérées, je crois une centaine l'an dernier, et parmi ces personnes encore, parce que moi je n'affabule pas, je parle avec des gens. Bon, il faudrait que c'est une bonne habitude pour moi de parler avec des gens qui peuvent dire ce qu'est leur réalité. Et justement, une des personnes qui ont été libérées ce week-end m'a annoncé aujourd'hui que elle avait été testée positive. Et c'est dramatique parce qu'elle a été testée samedi et c'est aujourd'hui seulement qu'on lui annonce les résultats et qu'on lui dit qu'elle est positive. Donc si elle n'avait pas pris, elle, exceptionnellement, justement, chez elle, si elle n'avait pas pris, elle, exceptionnellement, parce que c'est pas le cas de tout le monde, évidemment, la décision d'éloigner sa famille et d'aller se mettre en attendant les résultats, eh bien, elle aurait déjà eu le temps d'infecter beaucoup de personnes. Mais ce n'est pas tout le monde dans la cellule qu'elle occupait, cette personne-là, qui a été libérée. Et aujourd'hui, parmi les militants du MRC qui sont encore en détention, il y en a au moins 6 qui ont développé et qui présentent aujourd'hui les symptômes du Covid. Il y en a une
qui est allé voir le médecin le 14 avril et à qui on a prescrit de la chloroquine, de l'érythromycine et de la vitamine C. Je vous donne les faits. Donc, le Covid-19 est présent à la prison centrale de Koundengui et il faut urgemment décongestionner cette prison parce que sinon nous allons au-devant d'une catastrophe. Nous savons que plus de 6 détenus sur 10 sont des personnes qui sont en attente de procès, qui donc juridiquement sont des personnes innocentes. Nous savons que notre code de procédure pénale dit que la détention provisoire doit être une exception. L'extrême majorité des personnes qui sont détenues aujourd'hui étant poursuivies pour des délits aussi graves que la non-détention de carte d'identité, il me paraît, et il nous paraît à beaucoup, qu'elles devraient faire l'objet de ces mesures de mise en liberté provisoire de manière urgente pour décongestionner les prisons et permettre aux détenus de prendre effectivement des mesures barrières qui vont les protéger. Docteur Ifoué, lorsqu'on regarde l'impact de la décision de commutation de remise de peine du président applique sur le désengorgement des prisons, on a le sentiment que, que le résultat n'est pas essentiellement atteint. Est-ce qu'il ne faut pas envisager d'autres mesures? On a entendu le barreau du Cameroun parler des peines alternatives. Certains ont évoqué la nécessité d'une sorte d'amnistie que le président de la République pourrait prendre à la veille ou à l'occasion de la fête nationale pour contribuer à désengorger davantage ces prisons et lutter de façon efficiente contre la propagation du coronavirus. Ce n'est pas votre avis? Le Covid-19 est une préoccupation qui mobilise entièrement le gouvernement en ce moment. Et les prisons, comme d'autres lieux, sont des espaces qui, du fait de leur promiscuité et de la surpopulation, conjugués à la forte contagiosité de ce virus, sont des lieux à haut risque. Il convient effectivement de désengorger les prisons, notamment les prisons de Yaoundé et de Douala, qui sont en état de surpopulation très importante. Je pense que sur ce plan, le gouvernement est ouvert et reste à l'écoute des suggestions des uns et des autres. Je crois qu'un certain nombre de mesures qui ont été proposées ont déjà été récupérées par le gouvernement. Je ne doute pas que sur ce plan-là, le gouvernement admette, c'est-à-dire que prennent d'autres mesures qui permettent effectivement de désengorger davantage parce que effectivement, comme Maître Ndoké l'a signalé, le Covid est déjà présent à la prison principale de Yaoundé où je crois sur 20 personnes qui avaient été testées, 13 avaient été testées, 13 étaient gros-positives. Donc, il convient effectivement de désengorger cette prison. Plusieurs propositions ont été faites, que ce soit par le barreau ou par un certain nombre d'ONG. Je crois que le gouvernement va regarder attentivement les propositions qui sont faites et il agira dans le sens qui est le sien jusque-là, c'est-à-dire la stratégie gouvernementale qui consiste à limiter la propagation de ce virus au sein de la population. Et l'univers carcéral est une préoccupation comme tous les autres univers. Maître Michel Ndoké, il y a donc ces mesures qui ont été prises par le chef d'État. Il y a d'autres mesures qui sont suggérées par des organisations de la société civile et même le barreau du Cameroun. Lorsque vous parlez de désengorgement, je dis quel est le taux auquel vous aspirez? Vous avez indiqué tout à l'heure que, en prenant le cas de Yaoundé, qu'on est d'effectifs initiaux d'origine ont été réaménagés. Magistrat du parquet, donc une autorité quand on parle d'une crise qui nous est commune. Donc, féliciter les responsables de la communication du RDPC de ma part. Effectivement, abandonner les polémiques inutiles, c'est la voie à suivre. Il disait qu'on pouvait aller jusqu'à 50% de désengorgement, et monsieur a raison de soulever que c'est à ça que sert notre code de procédure pénale. C'est pour ça que les législateurs, une fois n'est pas coutume, ont commencé à mettre dans le code des mesures de surveillance judiciaire, des peines alternatives, etc. Donc, effectivement,
avec la volonté politique qui s'y est, on pourrait obtenir un désengorgement substantiel des prisons. Je veux dire, il est difficile de comprendre pourquoi on dit que quelqu'un qui n'avait pas de carte d'identité doit rester en prison, mais que quelqu'un qui a été condamné à 10 ans et plus pour meurtre, lui peut sortir parce qu'il a bénéficié d'une remise de peine. Je crois que, et encore plus incompréhensible, que quelqu'un qui n'est toujours pas condamné, et n'oublions pas que parmi eux, il y aura beaucoup de personnes qui seront en définitive déclarées non coupables, doit rester dans des établissements. Moi, je vois... Mais sur cette question, justement, maître, vous êtes avocat, je pose la question à l'avocate, là. On a indiqué, selon une étude qui a été menée par le barreau, qu'il y a environ 57% de la population carcérale aujourd'hui qui est en détention préventive, c'est-à-dire qui n'a pas encore été jugée. C'est ce que je dis. Quels sont les leviers, de votre point de vue, les meilleurs du point de vue du droit qu'on peut activer pour permettre effectivement que dans cette couche importante, qu'on puisse extraire une partie et désengorger de façon considérable? Pour moi, c'est une question de volonté politique. Je crois que quand les magistrats du parquet disent qu'on pourrait arriver à un désengorgement de 50%, oui, c'est bien à ceux-là qu'ils pensent. Donc, pour moi, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas du tout une impossibilité. On est dans ce que j'appelle souvent la cour des miracles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui vont en prison pour rien et des gens qui sont relâchés alors qu'ils sont coupables. Donc on peut, si on veut, désengorger les prisons parce qu'on pense, et pour une fois, nous sommes tous d'accord, que c'est une situation humanitaire catastrophique. En accélérant les procédures judiciaires, c'est la question que je voulais poser. Non, pas forcément, parce que vous mettez donc à la charge des juges qui doivent étudier les dossiers, instruire, débattre, délibérer, parfois, souvent, en collégialité, avec le nombre qu'ils sont. On ne va pas nommer des juges d'ici à la semaine prochaine, rien que pour qu'ils aient moins de travail, de bâcler les procédures. Et en tant qu'avocat responsable, je ne peux pas conseiller ça. Par contre, on peut dire qu'il y a une manière de mettre un système en place de surveillance judiciaire qui permette de s'assurer que les personnes qui sont en détention provisoire aujourd'hui ne soient plus enfermées et quand même qu'elles puissent faire face à leurs responsabilités s'il y a des responsabilités à dégager. Mais je crois que ça commence par cesser de nous disputer sur des choses qui n'ont absolument aucun intérêt. C'est pour ça que je ne vais pas me fatiguer à répondre à toutes les attaques contre le MRC. Et se concentrer sur ce qui est important. Ça veut dire arrêter de se braquer sur des questions de détail et considérer que quand on est au gouvernement et quand on est un leader d'une formation politique, qu'on a des milliers de Camerounais qui font un geste de solidarité et mettent à votre disposition, aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé les milliards de francs, on se dépêche d'utiliser cet argent pour mettre à disposition des masques au lieu de prendre un texte de loi qui dit que si vous n'avez pas de masque, vous allez payer une amende pour que chacun fabrique des masques n'importe comment. On se met ensemble et on attaque les problèmes et avec de la volonté, on les résout. Dr Patrick Ifoué, la question que j'allais poser pour sortir définitivement de cette émission, c'est que quels que soient les leviers, qu'ils soient juridique ou politique, il faut arriver à désengorger ces prisons pour aider, je veux dire quoi, la stratégie gouvernementale. Limiter la propagation du virus dans ces milieux-là. Je crois, la mémoire pourrait me jouer des tours à ce niveau-là, que à chaque fois que le 20 mai approche, le président fait souvent des remises de peine. Donc il est possible qu'il use de son pouvoir discrétionnaire pour accentuer le désengorgement qui a été amorcé. Maintenant, les tribunaux devraient aussi faire jouer leur partition, parce que je pense que les tribunaux peuvent effectivement élargir un certain nombre de prévenus
qui présente des garanties. Mais ça appartient au pouvoir judiciaire. Il n'appartient pas au président de la République de demander aux juges d'élargir des prévenus. Que les tribunaux, en toute responsabilité, tiennent compte de la situation et essaient de voir quels sont parmi les prévenus ceux qu'on peut effectivement élargir. Parce que s'il y a une circulation exponentielle du Covid dans un centre fermé comme Kondengi, ça pourrait être dramatique. Je vais vous prendre une comparaison. Sur le Charles de Gaulle, par exemple, un porte-avions français qui comportait 1700 personnels d'équipage et qui a une promiscuité proche de celle de Kondengi, quand on a testé les marins, ils étaient 1050 à être positifs. Donc, ça vous donne une indication de la capacité de propagation d'un virus comme celui-là dans un espace comme celui de la prison de Kondengi ou même celui de la prison de Newbel. Maintenant, le président de la République prendra certainement, probablement, c'est de tradition, des décisions dans ce sens à l'approche du 20 mai. Il appartient aux tribunaux d'agir également dans ce sens parce que c'est un vrai souci. Moi, je ne souhaite pas que des gens qui ont été condamnés soient victimes de Covid. Ce d'autant que s'ils sont même victimes de Covid en prison, il appartient à la communauté de prendre en charge leur santé parce que quand ils sont là-bas, c'est nous qui payons pour eux. S'ils ont faim, on doit les nourrir. Quand il faut les soigner, c'est à nos frais. Donc il vaut mieux agir de manière préventive pour empêcher la propagation du virus dans ces lieux-là. Mais comme je l'ai indiqué, le gouvernement reste ouvert sur ce plan-là. Sur ce point, leur proposition, c'est une cause commune. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait dispersion. Je voudrais terminer sur un élément qui a été évoqué par Madame en face. Le gouvernement n'a jamais empêché le MRC de se mobiliser contre le Covid-19. Toutes les actions qui ont été engagées par ce parti n'ont fait l'objet d'aucune obstruction de quelque nature que ce soit. Le gouvernement a simplement rappelé que pour ce qui est de l'appel à la générosité publique, il y a une réglementation et qu'il fallait que le MRC se conforme à cette réglementation-là. Et je pense que les choses sont claires. Nous sommes en République, il ne saurait y avoir d'exception décrétée par des individus sous un prétexte fallacieux. Conformez-vous. Nécessité ne fait pas loi. Je suis désolé pour vous, même pas en droit international, parce que tout l'argumentaire qui a été développé par le MRC est un argumentaire fallacieux. Il y a une thèse de Sarah Kassala sur la notion de nécessité en droit international, et la nécessité en droit international n'a absolument rien à voir avec ce qui a été développé dans les éléments de langage du MRC. Je dis absolument rien. Mais sur cette affaire, par exemple, on a bien vu que le président de la République, par exemple, a dû prendre des décisions de commutation de remise de peine sans requérir au préalable l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, comme c'est très souvent le cas. Bon. Et certains indiquaient qu'en s'appuyant là-dessus, c'était en restant en marge, je vais dire en phase avec cette façon. Vous n'avez pas envisagé l'hypothèse suivant laquelle le président ait sollicité le Conseil supérieur de la magistrature sans que nous ne le sachions? Ah bon? C'est tout à fait possible. C'est une hypothèse. Et c'est moi la romancière. Oui, juste pour vous dire que je crois qu'une chose que j'aimerais vraiment qu'on retienne ce soir, c'est que ce n'est pas le moment de nous disputer. Ce n'est pas le moment de nous disputer. Nous avons des ennemis, des vrais, des problèmes, des vrais. Je voudrais appeler mes compatriotes à ne pas se laisser distraire, à ne pas céder à la tentation des ennemis comme qu'on leur agite, comme on a agité. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit là, l'ambassadeur de France au Cameroun, comme tout d'un coup l'ennemi parce que il est allé rencontrer le président de la République qui donc à un moment était mort et puis finalement on aidait à faire croire qu'il était vivant et puis finalement il est vivant, mais l'ambassadeur n'aurait pas pu. Nous devons rester concentrés sur les défis qui sont les nôtres et nous devons rester vigilants sur les tentatives et qui sont bien souvent malheureusement les tentatives de nos gouvernants pour nous éloigner de ce qui compte. Ce qui compte, c'est la construction de cette nation et il est grand temps que nous, les gens de rien,
hein, ceux qui n'ont pas de poste de pouvoir, d'argent, etc., que nous nous fassions entendre, parce qu'en définitive, c'est de nous qu'il s'agit. Équinoxe soir de ce mercredi 22 avril 2020, point final. Merci à vous, madame, monsieur, d'être venu. Merci à vous, Dr Patrick Rifoué. Vous êtes militant du RDPC et communicant de cette formation politique, enseignant de communication à l'Université de Douala. Merci à vous, maître Michel Doki, avocate au barreau du Cameroun, militante du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison d'Équinoxe ce soir. Excellente soirée chez vous. Au revoir.